commencer l'interview de Sylvain sur l'entrepreneuriat et la créativité, comment la créativité peut vous aider à relever les défis de l'entrepreneuriat. Hello Sylvain. Salut. Bon, pour ceux qui nous rejoignent et qui regardent cette vidéo, donc je vais vous rappeler un peu ce qu'on fait ici ensemble. Donc Trouve ton flow, c'est une chaîne que j'ai créée où j'invite des personnes, voilà, au profil atypique, au parcours créatif, à venir nous parler de leur vie, mais surtout nous parler de comment ils font pour réellement concrétiser ce qui les fait vibrer. Donc comment ils ont réussi déjà à trouver leur voie, leur passion, et ensuite qu'est-ce qu'ils mettent en place pour pouvoir rendre tout ça vivant. Et donc aujourd'hui, j'accueille Sylvain. On s'est rencontré avec Sylvain il y a déjà quelques années, et notamment à HEC, donc à Liège, durant nos études. Donc c'est ça que je voulais te demander, Sylvain. Depuis HEC, qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu fais? Tu as un parcours atypique, tu es entrepreneur, tu as de multiples activités, formateur également, et puis tu as la dernière activité en date, détective privé. Tu vas nous en parler plus en détail, ou en tout cas, c'est ce qui t'a occupé ces derniers mois, je pense. Ouais, c'est un bel objectif en tout cas. Super, donc voilà, on va parler de tout ça aujourd'hui. On va voir ensemble quels sont les défis de l'entrepreneuriat, parce que clairement, ça fait rêver d'avoir une vie pro qui nous correspond à 100%. Mais déjà, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est ça qui se passe vraiment dans la réalité? Quelles sont les difficultés à surmonter et surtout, comment les surmonter? Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Est-ce que voilà, tu penses qu'une carrière en entreprise, c'était possible pour toi? Enfin voilà, j'ai plein de questions. On va peut-être pas répondre à tout, mais en tout cas, pour ceux qui nous regardent, vous pouvez poser vos questions en live à Sylvain, on y répondra. Et donc, avant de plonger dans tout cet univers, est-ce que Sylvain, tu peux nous rappeler un peu, toi, ce que tu fais, quel est ton parcours et voilà. Ok. Mais si tu veux, moi, mon parcours, c'est euh, si tu traces une ligne des choses que j'ai commencé à faire, il n'y a jamais une ligne que j'ai commencé après HEC qui s'est arrêtée. Et donc, mon parcours, c'était une sorte de lasagne puis on rajoute les couches encore et encore et encore. Et puis j'essaie d'adapter un peu ma manière de le faire et l'implication que j'ai dans les différentes couches de la lasagne pour arriver à tout faire, parce que Mhm. c'est pas possible. Mais donc voilà. Et donc là, si tu veux, la première grosse couche de lasagne, c'est une couche qui correspond à du conseil en ressources humaines et plus Mhm. particulièrement en évaluation des compétences. Donc j'ai rejoint une spin-off à la sortie des études. Une spin-off, c'est une boîte qui commercialise le fruit de la recherche scientifique. Donc c'est une boîte qui est issue de l'Université de Liège, qui s'appelait Access Group, qui a eu sa propre vie, qui a été revendu à un groupe suisse, et puis on collaborait, et puis on s'en est éloigné, puis finalement le groupe suisse nous l'a rendu. Donc maintenant ça s'appelle Itinera Group, et je suis aujourd'hui administrateur délégué de cette boîte qui s'appelle Itinera Group, dont aujourd'hui l'activité je la recentre vraiment principalement sur d'une part du recrutement de masse, et d'autre part le fait de travailler avec notre logiciel d'évaluation des compétences. C'est un logiciel qui se différencie des autres parce que il respecte un processus qualité d'évaluation. Alors, on n'est pas là pour parler de ça, mais vraiment, là, j'ai vraiment évolué pendant 12, allez, 8 ans. Mhm. 8 ans dans cette boîte-là, d'abord comme gestionnaire de projet. Finalement, je gérais des projets, mais j'avais pas le lead sur la stratégie. Puis je suis monté un peu plus fort en puissance là-dedans. Et puis plutôt freelance. Et puis aujourd'hui, j'ai repris vraiment la gestion du business. Donc ça, c'est la première grosse couche de fond de cette lasagne-là, Ouais. que j'ai commencé en 2012, quoi. Et j'ai commencé ça en parallèle avec un master complémentaire en didactique. Donc pour les Belges, c'est l'agrégation, hein, c'est exactement la même chose, mais pour ceux qui sont pas belges, ça parle beaucoup plus de dire master en didactique, donc une pédagogie, qu'une agrégation qui te donne un accès à un titre de prof, comme on dit. Ok, et ça, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir développer cet aspect-là? En fait, moi, j'ai une fibre pédagogique depuis toujours, hein. Ma mère, elle est pédagogue, elle est dans la formation. Mon père, il est DRH. Enfin, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Mhm, mhm. Donc, j'ai toujours un peu ce truc en moi. Mes frangines sont aussi, animent des formations, voire sont enseignantes. Enfin, tu vois, j'ai vraiment un cocon familial assez porté là-dessus. Et donc, voilà, j'ai toujours eu ça un peu en moi. Et l'idée, c'est qu'en sortant des études, je me suis dit,
ok, j'aimerais bien le faire, c'est le bon moment avant d'être vraiment trop Ouais. investi dans une boîte. Et comme j'avais l'opportunité de rentrer dans cette spin-off-là qui fait de l'évaluation des compétences, or l'évaluation, c'est un des trois piliers de l'enseignement. Tu as le contenu que tu essaies d'apprendre, tu as comment tu donnes cours et puis tu as l'évaluation. Bah, c'était cohérent en rentrant dans une boîte qui fait de l'évaluation de développer les autres piliers qui sont qu'est-ce que j'apprends et comment je l'apprends. Et comment? Ouais. Alors pour faire un petit rappel, tu nous parles de lasagne, c'est trop génial parce que j'adore les images. Moi, donc tu dis que en fait dans t'as construit ta carrière comme ça et en fait que c'est ça un peu actuellement que Ouais. depuis tes études t'as ajouté des couches un peu Ouais. à tes compétences, à tes envies et c'est comme ça que tu saisis les opportunités parce que finalement la première activité là dans le les RH c'était aussi une opportunité qui s'est présentée. Et à partir de là, tu as construit en allant, en suivant un peu ton flow quand même, parce que dans Trouve ton flow, on parle de flow, cette Ouais. zone justement où on est, où on se sent à sa place. Et Ouais. donc La deuxième couche de la lasagne, elle fait le lien avec ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que voilà. bah, j'avais ce feeling pour la formation, j'ai fait ce master complémentaire, bah, je me suis dit, OK, est-ce qu'il y a moyen maintenant de devenir formateur? Bah, je suis encore junior et tout, mais on peut voir ce que je pourrais donner. Et donc, bah, j'ai eu l'opportunité de donner des cours à l'IFA-PME en cours du soir. Donc, Mhm. c'est une école qui va former des futurs chefs d'entreprise ou des gens qui se forment à un métier plus technique en alternance. Il y a plusieurs typologies de formation là-bas. Mais moi, je donne des cours qui sont plutôt transversaux à tous les métiers techniques et tous les cours de gestion. Et donc, c'est super cool, quoi, parce que je vais rencontrer à la fois, je sais pas moi, des opticiens, des peintres en bâtiment, des cuistots, des toiletteurs canins, des fleuristes, des vendeurs. Donc, je rencontre vraiment pas mal de métiers techniques différents. Et moi, j'ai ce module transversal qui va être de donner de la gestion, accompagner sur la création de plans d'affaires, etc. Et donc ça, j'ai commencé bah, vraiment l'année après ma formation en pédagogie. Et depuis, je suis resté formateur. Mhm, mhm. Je suis resté formateur là-bas en cours du soir, parfois en cours du jour, ça dépend un peu, je m'organise. Et puis, j'ai commencé à donner d'autres types de formations dans d'autres lieux aussi. Utilisation d'Internet et des réseaux sociaux dans le cadre de la recherche d'emploi pour des gens qui sont bah, dans des modules du Forum pour les Belges ou pour l'emploi pour les Français. C'est l'équivalent. Donc, c'est vraiment des gens qui essaient de se remettre à l'emploi et qui disent, bah, OK, j'ai besoin d'aide là-dedans. Moi, je vais les aider à utiliser l'outil informatique là-dedans. Puis des aspects informatiques techniques aussi, des introductions à Excel, à PowerPoint, à Prezi, enfin, voilà. Les trucs avec lesquels je bidouille en fait au Ben quotidien. oui, c'est ça, parce que j'allais dire, c'est la combinaison vraiment de ton intérêt pour tout ça, tout ce bidouillage dans bah voilà, dans tous ces domaines-là, que ce soit l'entrepreneuriat ou Internet, etc. Et ton côté, bah, ton appétence pour l'accompagnement, j'ai l'impression aussi, Ouais. et la formation, quoi. Exactement, ouais. Voilà, moi j'ai pas de formation en informatique, tu vois, je suis pas informaticien du tout, mais quelque part ça soulage aussi les personnes que j'accompagne parce qu'ils sont là, ah ok, on va pas voir le langage binaire, les liens, le tout booléen. Non, non, ok, on est là pour parler d'outils, de comment les utiliser, et Mhm, comment mhm. sa vie les utilise. Et ce gars, c'est moi. Et voilà, je viens leur parler de ça en fait. Et voilà, c'est ça qui est assez sympa avec ce que je donne en formation, hein. C'est que finalement je viens pas donner de la théorie, je viens expliquer ce que je fais moi au quotidien. C'est Ouais. chouette, je crois, pour les participants. C'est plutôt des outils que tu partages. Et alors là, je pense pas que la lasagne s'arrête à cette couche d'entrepreneurs, de formateurs. Je pense il y a encore d'autres sujets que tu traites au quotidien. Ouais, bah, en fait, si tu veux, en 2018, j'ai vraiment eu non, même avant, en fait. En 2016, j'ai commencé à diversifier mes activités puisque j'étais freelance depuis 2014. Mhm. En 2016, euh, je voyais que j'arrivais au bout de ce que j'avais envie de faire en RH, et en tout cas de développer en RH. Et donc, j'ai commencé à diversifier un peu mes activités. Et voilà, pareil, touche à tout, un peu communication, un peu. Et donc, j'ai commencé à accompagner des boîtes vraiment dans la gestion de leur entreprise et dans la communication, un peu des idées voilà, du conseil et aussi de mettre les mains dans le cambouis au niveau du community management, des choses comme ça. Mhm. Vraiment, je m'essayais à ça. Hein. Je me prétends pas du tout expert là-dedans, mais voilà, quand on a une tête bien faite, qu'on a des idées, puis qu'on ose les mettre en place et qu'on arrive à essayer de parler franchement avec des entrepreneurs, je crois qu'on peut construire ensemble des trucs assez sympas. Et c'est vraiment ça que j'ai fait pendant 2 ans, c'est me mettre dans la peau du conseiller, de l'accompagnateur
et du partenaire dans des projets, sans me prétendre Voilà. comme expert, mais au moins de se dire, bah, voilà, quand on parle de ça, est-ce que je t'apprends des trucs? Oui. Bon, bah, ok, j'ai peut-être un rôle à jouer chez toi, et voilà, j'ai commencé à aider des boîtes là-dedans. Bah, c'est super intéressant parce que pour toutes les personnes aussi, enfin, je pense qu'en une phrase, tu as résumé un enjeu hyper important que beaucoup de personnes rencontrent, c'est se donner la légitimité, en fait. Carrément. Euh, et alors là, tu as dit, voilà, en fait, t'as mis les mains dedans, quoi, t'es passé à l'action et dans un rapport peut-être aussi qui est pas forcément de apprenant et si vertical, c'est plus dans une relation de partenariat que tu as réussi petit à petit à créer ton activité aussi dans ce domaine-là qui t'intéressait en fait. C'était aussi le côté peut-être, enfin l'intérêt de la mission. Ça m'intéresse, et puis ça m'intéresse d'explorer, tu vois, je sais pas si je veux faire ça toute ma vie, je crois pas qu'on fera quoi que ce soit toute sa vie aujourd'hui. Je crois on doit être capable de s'intéresser à plein de trucs et de bouger. Mais c'est vrai que moi, je suis consultant en ressources humaines depuis 2012 et mon meilleur ami se plaît à me rappeler qu'un consultant, c'est quelqu'un qu'on appelle par rapport à un problème dont on connaît déjà les solutions, pour dire des choses qu'on sait déjà, Oui. pour émettre une facture et après laisser les gens faire ce qu'ils savaient qu'ils devaient déjà faire. Et moi, c'est pas du tout ma vision du conseil et de l'accompagnement, tu vois. Mhm, mhm. Pour essayer de trouver des solutions qui étaient pas là avant. Et je viens pas dire des choses qu'on sait déjà, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, si ça a déjà des trucs, je les prends, puis j'essaie de voir comment on peut jongler avec. Bah oui, oui, pour aller plus loin. Donc oui, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Et moi, je vois pas ma vie professionnelle comme un truc où j'ai pas d'impact. Parce que Mhm. c'est autre chose. J'ai besoin de sentir que j'ai de l'impact dans les choses que je mets en œuvre. Il y a des formations que j'ai arrêtées parce que je sentais que j'étais plus à la page. Je me sentais plus légitime. Tu as parlé de légitimité tout à l'heure. Je me sentais plus légitime dans une formation que je donnais pour l'université en gestion des compétences. J'ai dit, OK, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire autre chose. Je voulais trouver quelqu'un qui sera mieux là. Ouais. Et alors, cette légitimité-là, pour les personnes qui regardent, et je pense que ça, c'est un sujet qui concerne tout le monde, comment tu te la donnes alors? Comment tu trouves cette confiance en toi pour passer à l'action dans les sujets qui t'intéressent? C'est hyper intéressant parce que tu donnes deux trucs qui sont pour moi vachement différents. Enfin, Mhm. je mets dans des cases différentes. Ouais. Quand on parle des compétences et des profils des personnes, et comme je fais pas mal de recrutement et d'accompagnement sur des gens qui essaient de se replacer, c'est un truc que j'ai pas mal réfléchi. En tout cas, je sais pas si c'est la clé, mais si tu veux, tu as trois grandes catégories de choses. Tu as les caractéristiques personnelles, le mindset, et je mets la confiance en toi là-dedans. Mhm. Bah, comment je me sens, voilà, est-ce que j'ai confiance en moi, est-ce que j'ai envie de toujours aller plus loin, est-ce que j'ai besoin d'être tout seul pour travailler, est-ce que j'ai besoin de me concentrer, est-ce que je suis plutôt expansif, enfin, voilà. T'as plein de trucs évidemment dans les caractéristiques personnelles. Puis t'as tout ce qui est compétences transversales, et c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est quand je suis arrivé en conseil en marketing, communication, ou quand j'arrive pour donner des cours en informatique. Au départ, c'est des compétences transversale, c'est-à-dire que tu peux utiliser dans tous les métiers du monde. L'informatique, tu peux utiliser partout. L'anglais, tu peux utiliser partout. Ta manière d'écouter activement les gens, Mhm. partout. Enfin, voilà. Ça, c'est des compétences transversales qu'on a tendance à dire aujourd'hui dans le monde du travail, ouais, mais c'est la clé, c'est la base. Et en fait, moi, je suis pas sûr du tout que ce soit la clé et la base. Je crois qu'on oublie le dernier pan qui est la compétence technique. Mhm. Aujourd'hui, on a tendance à dire, ouais, les compétences transversales sont vachement plus importantes que les compétences techniques, parce que la compétence technique, je peux te l'apprendre. La compétence transversale, pas. Et en fait, moi, je crois qu'on peut apprendre des compétences transversales, mais que bien souvent, on se retrouve avec des gens qui n'ont pas la compétence technique pour gérer une équipe qui s'occupe de quelque chose ou pour gérer un job qui s'occupe d'un truc qui est très précis. Et puis, ils ont tellement embobiné avec des compétences transversales ou du mindset ou du, ouais, je suis jovial, je suis ouvert, qu'il manque le technique derrière. Oui. Et donc, pour répondre à ta question, pour avoir confiance en moi dans un poste, j'ai besoin d'une assise technique. Oui. Et donc, moi, comment je fais? Bah, je me forme à crever tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça va faire le lien avec cette dernière Oui. couche de lasagne qui est ma couche de lasagne actuelle, qui est, ben, depuis 2018, quand on s'est initialement un peu, mon collègue et moi, éloignés du projet RH, qui nous est revenu comme un boomerang, hein, comme quoi ça arrive, mais voilà, on voulait s'éloigner. Et lui, il s'est dit, ben, voilà, je vais vers la comptabilité, la fiscalité, et boum, il s'est formé là-dedans, master, IPCF, tout ce que tu veux. Et moi, ben, je me cherchais un peu, et je me suis formé dans pas mal de trucs qui me parlaient, Oui. jusqu'à tomber, parce que par un hasard de la vie et par une opportunité
sur le secteur de la sécurité qui m'a absolument passionné. Et là, j'ai fait une première formation pour être crédible en tant que consultant. Je connaissais pas le secteur. Et puis, une fois que je suis rentré dans cette formation-là, je me suis dit, OK, en fait, la sécurité, ou la sûreté, plutôt, empêcher la sécurité, c'est empêcher les accidents, la sûreté, c'est empêcher les infractions. Bah, empêcher les infractions, ça me parle. Parce que je vais aider à protéger des choses et des gens. Donc, en termes de valeur, ça me parle. En termes de public, je sors des RH où j'étais avec des middle managers, donc des gens Mhm. qui ont le marteau et l'enclume, qui n'ont pas vraiment de pouvoir décisionnel au niveau stratégique et qui sont pas vraiment sur le terrain de manière opérationnelle. Donc, c'est un peu des fusibles qui se prennent un peu les coups d'en bas, les coups d'en haut, et à un moment, ils sautent, Ouais. ils risquent de sauter. Donc, je suis plus avec ces gens-là, je suis avec des gens de terrain, tu vois, j'étais avec des agents de gardiennage, des agents de sécurité, des mecs, voilà, ils sont un peu bruts de décoffrage. Certains ont eu eux-mêmes leurs problèmes avec la justice avant de venir. Et puis en fait, non, pas trop. Enfin, bref, je me dis c'est assez cool d'avoir de bosser avec des mecs vraiment du terrain. Donc j'ai le côté valeur, j'ai le côté relationnel un peu terrain. Et en même temps, c'est un truc qui est au niveau légal, au niveau stratégique, qui est hyper complexe. Tu dois penser à plein de trucs pour protéger, enfin voilà, il y a plein de trucs qui sont hyper importants à prendre en compte et c'est super complexe de, 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 de tout relier ensemble. Voilà, c'est ça. Je trouvais ça hyper passionnant et en plus, il y a ce côté hyper complexe au niveau légal, toujours sur la ligne rouge. Tu dois à la fois servir ton client, à la fois respecter la loi, à la fois être là dans les valeurs pour protéger le citoyen in fine. Enfin, c'est hyper complexe de tout articuler. Donc voilà, ça me boostait bien au niveau intellectuel, au niveau relationnel et au niveau valoriel. Et donc je me suis dit, bah ok, c'est ça que Oui, bah, c'est super ce que tu expliques parce que pour les personnes justement qui cherchent leur flow, qui savent pas exactement ce qui leur plaît, bah, là tu expliques comment on peut valider que quelque chose est vraiment fait pour nous ou en tout cas qu'on doit y aller à l'instant T de notre vie, quoi. ouais, je pense que le moment joue beaucoup aussi. Je pense qu'il faut Mhm. Le timing. un autre moment. Bon, voilà, là, j'étais un peu sans parachute. Hein, tu me Ouais. demandais avant qu'on commence le live, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui t'a amené dans l'entrepreneuriat? Si je remonte la machine à 2014, qui est le premier moment où je suis devenu indépendant, je suis devenu freelance. Qu'est-ce qui a fait que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat? Je me suis fait virer. C'est ça Mhm. qui a fait que je me suis lancé dans Mhm, mhm. c'est en 2014, tu as une boîte qui va pas bien et tu as le boss qui dit, bah, écoutez, en fait, le seul moyen que ça aille bien, c'est qu'on arrête de se payer des salaires et qu'on soit payé en fonction des contrats. On Ouais. devient freelance. Et qui est pour? Et là, on passe de, je sais pas, on était 7, 8 à 3. Mhm. Euh, et qu'est-ce qui a fait que je me décide à faire ça plutôt que de retrouver un autre job? Bah, c'est une discussion avec un ami qui me dit, et pour faire le lien avec le timing, hein, Oui. il me dit, bah, en fait, t'as 14, une grosse vingtaine d'années, t'es pas marié, t'as pas de maison, c'est le bon moment pour être dans la merde. Voilà. Euh, donc voilà, quoi. Enfin, quand tu vas entreprendre plus tard, tu auras du mal, quoi. Alors que maintenant, et c'est ça qui me fait toujours marrer quand j'entends des étudiants qui disent, ouais, je vais d'abord aller en Big Four ou en grosse boîte pour apprendre ce que c'est avant de me lancer en entrepreneur. Pas le moment quand je sors des études. Je comprends ce que tu dis, mais en fait, ce sera jamais le bon moment après. Oui. Après, tu vas te marier, il faudra payer le mariage. Puis tu vas acheter une maison, il faudra payer la maison. Puis tu vas avoir un môme, tu voudras pas les foutre, les mettre en danger si jamais ton entreprise va pas bien. Enfin, il n'y a jamais vraiment de bon moment pour entreprendre. Donc voilà, moi j'ai saisi une opportunité au moment où je me faisais virer. Mhm, mhm. Et par contre, en 2018, tu vois, c'était super différent parce que là, j'avais acheté une maison, j'avais des emprunts à payer, etc. Et c'est ça qui fait que j'ai bossé comme jamais, comme j'avais bossé avant, à la fois aligner des formations pour devenir crédible et pour apprendre des choses dans un secteur, parce que la formation gardiennage, c'était qu'un début. Et puis après, j'en ai fait plein d'autres dans ce secteur-là pour essayer vraiment d'ouvrir mon éventail de compétences dans ce secteur-là. Oui, les compétences techniques, parce que tout à l'heure tu disais, il y a vraiment les compétences transverses, les compétences aussi techniques, et toi, tu t'ancres à chaque fois sur cette compétence technique dans un domaine pour après déployer l'ensemble de tes autres atouts ou cordes à ton arc. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin, mais c'est moi, hein, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Moi, j'ai besoin de me sentir avec une certaine assise, avec une compétence technique. Et s'il y a un papier, c'est encore mieux parce que Oui. j'ai un papier qui dit que euh,
Et donc, moi, je rentre par là, enfin, je rentre par une opportunité de faire quelque chose et je me dis, pour travailler là-dedans, pour faire ça, idéalement, j'ai besoin de quelles compétences? Oui, C'est les RH hein, qui est sur mon épaule et qui dit, oui. ah, profil de fonction, machin. Mais donc, j'essaie de cibler les compétences. Là, tu vois, je rentrais dans le secteur de la sécurité, je me dis, bah, qu'est-ce qu'on peut faire dans la sûreté? Bah, on peut travailler avec des hommes. Ok, direction d'entreprise de gardiennage. Je fais la formation, j'ai l'accès euh, fédéral qui me permet de faire ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah, il y a le côté technique, caméra, alarme. Ah bah, ok, je fais une formation en conception de système d'alarme. Concevoir le système, hein, pas aller installer, visser, machin, chercher, Hmm. mais au moins concevoir le système. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah bah, on peut gérer de la crise, on peut gérer. Ah bah, il y a une formation en gestion de crise et planification d'urgence. Bah, ok, je vais faire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah bah, il y a le renseignement. Bah, ça tombe bien, je suis prof à l'IFAPME, j'ai accès Mhm. aux formations de l'IFAPME gratuit. Le renseignement, comment je peux le traduire? Bah, détective privé, je vais chercher du renseignement. Boum, je me lance dans une formation de détective privé de 2 ans, qui est hyper passionnante, quoi. Ouais, ouais. Je découvre l'enquête. Ah bah, dans les enquêtes, il y a un aspect psychologie. Boum, je fais une formation en psychologie dans de l'enquête criminelle. Ben voilà. Et c'est de se dire, ah, ok, je rentre dans un secteur, qu'est-ce qui m'intéresse dans ce secteur? Et pas de bol pour moi, tout m'intéresse, donc tu vois. Oui, super sujet, parce que du coup, deux questions là. Bah, comment on fait justement pour quand tout nous intéresse comme ça, parce que ça a des enjeux aussi, je pense, des personnes qui vont s'intéresser à Trouve ton flow, c'est d'être intéressé par tout. Et donc, comment on fait pour faire des choix et pour y aller et pour concrétiser et pour rester quand même focus euh, dans ces cas-là. En tout cas, toi, comment est-ce que tu as fait? Je vais pas te mentir, ça serait mentir de dire aux gens que je peux expliquer comment rester focus, alors que, alors que moi-même, je m'éparpille à crever. Ouais. Donc, on va dire que ce que j'essaye de faire pour rester focus, c'est de rester cohérent avec un maximum à pas dépasser. Mais bon, si ma femme était là, elle te dirait, il dépasse tout le temps. Mais euh, j'essaye vraiment en tout cas, c'est vraiment une prise de conscience avec, je veux dire, ces quelques mois de coronavirus qu'on vient de vivre, de se dire, ok, c'est quoi mon essentiel? Mhm, De mhm. dire, ben, ok, il était grand temps de prendre des décisions sur les choses que j'ai vraiment envie de Voilà. faire, ou les choses que j'ai pas vraiment envie de faire, mais qui me rapportent assez d'argent que pour me permettre par ailleurs de faire les choses que j'ai vraiment envie de faire. Parce que tu parlais de comment choisir vraiment ce Oui, sur quoi tu fais. Ça fait le lien avec une discussion qu'on a déjà eue toi et moi sur la passion. oui. Et, et j'entends que a priori aujourd'hui on a fort envie de suivre sa passion. Et c'est a priori ce qui nous drive. Et je le comprends et je l'entends et je le partage sur toute une série de choses. Mais vraiment, je crois que la passion, faut y faire attention. Parce que si c'est une passion qu'on a préalablement à l'activité professionnelle, transformer sa passion en activité professionnelle, c'est risqué de la dénaturer, tu vois. Mhm, mhm. C'est risqué de transformer, bah moi je suis comédien passionné depuis plein d'années, mais si avant de faire HEC, j'ai hésité à faire le conservatoire en théâtre, tu vois. Oui, Euh, Tu pourrais te dire que c'est diamétralement opposé, alors qu'en fait il y a beaucoup de choses qui lient ces gens-là, les comédiens et les managers. Euh, mais tu vois, ce que je veux dire, si j'avais fait le théâtre, mhm. ma vie financière serait beaucoup plus compliquée. Oui, Ce qui veut dire que comme le théâtre aurait été mon activité euh, professionnelle, j'aurais peut-être dû travestir cette passion pour gagner des sous. J'aurais peut-être dû faire des pubs à la radio ou à la télé pour des boîtes auxquelles je crois pas du tout, voire mhm. défendre des valeurs que moi je défends pas du tout. J'aurais peut-être dû travailler énormément de soirées dans un truc qui me plaît pas a priori, tu vois. C'est-à-dire que Oui, j'aime pas le théâtre de boulevard, je fais pas de cinéma, je fais un théâtre de boulevard pour gagner des sous et puis espérer pouvoir faire un peu de création super sur le côté. Et, euh, et voilà, pareil si t'es cuistot, tu vois, je t'avais déjà expliqué, si t'es cuistot, ben, t'as peut-être envie de créer des trucs, créer des goûts, créer des plats, les partager, alors que si tu deviens professionnel, ben, tu dois investir dans du matériel qui correspond aux normes sanitaires, etc. Ça veut dire que tu dois le rembourser. Ça veut dire qu'en plus de te payer, tu dois rembourser un investissement. Et donc, tu vas peut-être faire de l'emporter, faire du plat traiteur, toujours les mêmes, des trucs en n'utilisant pas les produits que tu aurais voulu utiliser parce qu'ils sont quand même moins chers, donc tu as besoin de plus de marge. Et donc,
attention à cette notion de passion. Et c'est pour ça que moi, le fait de garder des activités euh, qui génèrent une bonne marge avec moins de temps de travail, Oui, me permet finalement de financer des activités où j'ai besoin d'être moins rentable. oui. Ou tu peux le faire sans attente, derrière, juste par pur plaisir et en étant à fond dans ta vision de ta passion. Exactement. Ouais, dans la vision, pour autant que j'ai une vision, en tout cas dans l'exploration, moi Voilà. je suis plutôt un explorateur qu'un visionnaire. Hein. Mhm. Je suis plutôt pas Christophe Colomb qui se dit je vais aller là et il y a une carte et en fait on va y aller, quitte à découvrir un truc nouveau. Moi je suis plutôt un viking, je monte dans un bateau et je prends la mer et voilà. Ouais, ouais. Et en fonction des vagues, tu vois où tu te retrouves un peu. C'est ça. J'ai pas vraiment de carte, j'ai pas vraiment de vision in fine. C'est plutôt des opportunités que je saisis en me disant bah ouais ok le vent va par là, ok je vais sauter là-dedans, la mer est par là, il y a un dauphin, c'est peut-être un signe, attends je vais suivre le dauphin quoi. Ouais, ouais. Et en plus, il parle. Non, mais vraiment, en fait, comme vu de l'extérieur, ça peut sembler chaotique, mais en fait, il y a quand même toujours le fil rouge à l'intérieur de toi dont tu as parlé et dont tu es bien conscient de tes valeurs, de ce qui t'anime, et puis de ton côté explorateur, en fait. Il y a mon assise en fait. Mhm. À partir du moment où j'ai la formation technique et où j'ai les compétences transversales et où j'ai un bon mindset, pour reprendre l'image du bateau, j'ai un bon bateau, j'ai des bonnes réserves. Je, je sais que je vais pas crever en mer. Oui. Mhm. Euh, Ah là, tu commences à me parler avec des images de bateaux, alors c'est fini, hein. Là, je comprends tout, là. c'est plutôt ça, tu vois. Je me dis pas, ah, je vais aller là et pour ça, voilà exactement le trajet qu'il faut, etc. Mhm, mhm. Pas vraiment. Je suis désolé si l'idée c'est de donner une vision, parce que moi je n'en ai pas. Non, mais l'idée, c'est de donner vraiment tes bonnes pratiques, en tout cas, toi, comment tu fonctionnes, et je pense que ça va parler à toutes les personnes qui fonctionnent aussi comme ça et qui ne le savent peut-être pas. Et elles, donc, elles sont sur un bateau traditionnel, alors qu'en fait, bah, du coup, c'est pas ça qu'il leur faut, quoi. Moi, je mets énormément d'investissement dans la robustesse et la flexibilité de mon bateau. Mhm, mhm. Je sais bien que je peux aller en mer, je sais bien que je peux aller sur des rivières, je sais bien que s'il y a une tempête, pas grave. Et, et il est flexible, quoi. Si à un moment, il faut accrocher une voile, ben, on va accrocher une voile. Si à un moment, il faut paguer, on va. Enfin, voilà. C'est un peu comme ça que je le vois. Donc, je mets énormément d'investissement temporel, financier dans la construction de mon profil. Ouais, Et puis après, j'essaye d'être flexible, créatif et de rebondir avec ce profil-là. voilà, super. Super, parce que c'était à ça qu'on allait venir, à la créativité, vu que c'est aussi le sujet de l'interview aujourd'hui. On avait dit que, bah, on allait parler de ton parcours d'entrepreneur et aussi de la créativité qui est très importante pour toi, présente dans ta vie depuis toujours. Tu l'as parlé de ta passion pour le théâtre aussi. Bah, qu'est-ce que c'est la créativité pour toi et quel impact, ça a dans ta vie? Euh, alors, je pense que la créativité, déjà, bon, c'est un peu galvaudé comme concept, tout le monde le fait un peu sien, mais euh, je crois que déjà une vision de la créativité, c'est faire les choses comme on est aujourd'hui. Mhm, mhm. Tu vois, tu l'as dit en début de vidéo, on était à HEC, c'est une école de gestion, une école de commerce, euh, je regardais encore une vidéo sur Mediapart qui parle de comment brûler les écoles de commerce. Enfin, c'est assez marrant et tout un cliché de personnes dans les écoles de commerce. Alors qu'aujourd'hui, t'as plein de gens vraiment. Enfin, moi, j'y étais avec un pull Tigrou, quoi. Et c'est quelque part, c'est aussi être soi-même. Et on pourrait se dire, ah, c'est vraiment un créatif celui-là parce qu'il a des pantalons larges et des pulls Tigrou. Non, c'est juste qu'à ce moment-là, j'avais envie d'être ça et c'est d'accepter qui on est aussi. Mhm, mhm. Donc, je pense que ça, c'est une première chose, c'est de respecter qui on est et d'être fidèle à soi-même. Et ça peut évoluer, hein. Je veux dire, Oui. je peux aussi aimer mettre une belle chemise, un beau costume et tout en restant fidèle à moi-même, hein. On a plusieurs personnages chacun. Je Mhm, crois que c'est une première chose. Maintenant, la créativité, bah, comme quand tu m'as dit, on va parler de créativité. Une des formations que j'ai faites en 2018 en me disant, bah tiens là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, euh, je vais un peu travailler mon bateau. La première formation que j'ai décidé de faire, en fait, c'était une formation en gestion de projet créatif et d'innovation. Pourquoi? mhm. Parce que je me suis dit, bah ok, j'ai un diplôme de théâtre, mais j'ai pas un diplôme de créativité. J'ai une image de créatif et j'aimerais bien bosser dans un truc plus créatif, mais j'ai pas encore de papier. Tu vois, c'est l'importance du papier que j'ai. Mhm. C'est une déformation.
Et donc, j'ai fait une formation en gestion de projets créatifs et d'innovation qui se faisait à l'Université de Liège avec l'Université de Mons. Donc, tu vois, j'ai mon gros bouquin, j'ai mis mes post-it par rapport à ce qui... Ah oui, parce que donc quand j'ai dit à Sylvain, ouais, on va orienter l'interview sur la créativité, il est parti dans ses liens et dans ses schémas et tout. Donc quand j'ai appris ça, j'ai dit go, on y va, je veux tout savoir. Non, mais écoute, en fait, je me suis occupé d'un schéma en 3 piliers de la créativité. C'est de dire, qu'est-ce qu'il faut pour que quelqu'un soit créatif? Il lui faut 3 choses. Il faut, et c'est le plus important à mon avis, c'est de la motivation. Il doit avoir envie Mhm. de créer quelque chose. Et c'est ça un peu cette casquette d'explorateur dont je te parle. Et c'est marrant hein, parce on en parle en fait avec les choses que tu as dit. Il y a 2 choses dans la motivation. Il faut que ce soit le bon timing. Mhm, mhm. Et donc on a parlé du bon timing tout à l'heure, donc je ne reviens pas dessus. Et il faut que cette motivation, elle peut être, il y a toujours 2 manières de donner ta motivation. Soit elle est intrinsèque, soit elle est exogène. Donc soit elle vient de l'extérieur, on te demande de faire un truc. C'est difficile de demander à quelqu'un d'être créatif. Oui. Soit elle vient de toi-même, quoi. Et pour qu'elle vienne de toi-même, ben il faut que soit tu t'amuses à faire les trucs. Du coup, bah tu prends beaucoup de plaisir là-dedans. Et si tu prends beaucoup de plaisir là-dedans, bah tu fais des trucs. Soit tu es au moins aligné avec les valeurs. Parce que Mhm. je trouve qu'on parle beaucoup de bonheur au travail, de, de la formation ludique et des choses comme ça. On parle toujours de jeux, beaucoup pour le moment, etc. Mais faut pas forcer le truc non plus. On peut pas être heureux dans tous les jobs qu'on a, etc. Si au Mhm, moins ça mhm. fait sens, si au moins on a les valeurs, si au moins on est d'accord avec vers là où on va, moi je crois que ça peut déjà créer des gros facteurs de motivation. Donc chez moi, comment est-ce que ça se passe? Ben, je- quelque part, j'ai diminué les RH à un moment où je me disais ça fait moins sens pour moi. Et j'ai commencé à travailler plus avec du théâtre, en formation aussi. J'ai travaillé dans la sécurité et à développer mon profil dans la sécurité au moment où ça faisait sens pour moi. Ouais. Et aujourd'hui, post-coronavirus, ben, une des réflexions, c'est qu'est-ce qui fait sens pour moi, qu'est-ce qui me drive, c'est de voir des gens. Parce qu'à force d'être indépendant et de travailler de chez moi, et, en fait, je voyais plus personne. Enfin, tu vois, je disais souvent, le passage entre être salarié et être freelance, c'est qu'avant, je descendais en ville pour travailler, et maintenant, je descends en ville après le travail pour essayer de voir des gens. Oui. Sauf que à force d'aligner les couches sur la lasagne, j'ai plus de temps pour voir C'est des gens. ça, c'est ça. Un sujet qu'on n'a pas abordé, mais si on a le temps, on l'abordera. Comment faire pour garder toute la lasagne entière, quoi. Ben, je suis pas sûr que ce soit possible. Là, je suis en train de sélectionner méchamment Ouais. ce que je dois faire parce qu'on n'a que 24 heures dans une journée. Mhm. Tu peux optimiser ta manière de travailler à un maximum. À un moment, il faut faire des choix et choisir, c'est renoncer. Et donc là, je suis en train de me dire, bah, OK, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie, de quelle somme d'argent j'ai besoin pour arriver à ça. Et donc, tu peux pas faire plein de trucs différents sans passer par l'étape un peu chiante de faire un plan financier, même personnel, tu vois. Oui. Et donc, c'est de se dire, bah, ok, j'ai j'ai envie de combien d'argent, mais j'ai besoin de combien d'argent. Et entre les deux, il y a peut-être un truc à aller chercher. Se dire, bah, en fait, je dois peut-être pas faire autant au niveau professionnel pour arriver à vivre comme j'ai envie de vivre. Mhm, mhm. Donc là, je suis en train d'écrémer toute une série de choses pour dire, bah, voir des gens, c'est important pour moi, et ça doit peut-être pas passer par le professionnel, tu vois. Faut peut-être se faire Oui. des missions perso aussi, de l'investissement dans le théâtre, dans des SPL, que sais-je, quoi. Moi, c'est un peu le choix que je suis en train de faire pour le moment, c'est d'essayer de me dire, bah, il y a tout un pan de formation que je donnais avant que je vais arrêter parce que c'est moins intéressant pour moi aujourd'hui. Voilà, l'instant T. Et donc, j'avais promis dans la pub, le teaser un peu de cette interview, de dire comment utiliser la créativité pour justement réaliser une activité professionnelle, entre guillemets, sur mesure. Et là, par rapport à ce que tu as dit des 3 piliers de la créativité que tu commençais à nous citer, il y a d'abord le fait, tu nous as dit, ta vision, ça veut d'être soi-même. Donc, finalement, de se connaître, en fait. Ouais, il y a besoin de se connaître, il y a besoin, en tout, et se connaître, c'est pas toujours et savoir, comme tu disais, hein, c'est pas savoir exactement où je vais, hein. Se Oui, connaître, c'est aussi savoir juste ce qui me plaît, voilà. ce dans quoi je suis bon, ce que j'ai envie de faire. Et si je sais pas tout ça, si déjà je peux identifier ce dans quoi je suis mauvais et ce que j'ai pas envie de faire et ce qui me saoule, bah, c'est déjà une belle avancée, hein. Moi, j'ai un de mes meilleurs potes, il a fait un stage dans le luxe chez L'Oréal. Il est sorti de son stage dégoûté en disant, oh là là, c'est
sûrement pas là-dedans que je veux bosser, mais je suis super content parce que au moins je le sais. Voilà, au moins je le sais, mais trop, c'est une expérience qu'on vit beaucoup en fait. Et après, l'idée, c'est de ne pas y retourner quand même par peur de faire autre chose ou de pas réussir à s'adapter à autre chose ou à se faire confiance pour oser faire ce qu'on veut vraiment, quoi. Carrément, carrément. Donc voilà, le pilier motivation, c'est un des gros piliers. C'est un deuxième pilier qui est Les piliers de la créativité d'une personne créative, donc. ouais, d'une personne créative, excuse-moi. Donc pour la créativité, tu as la motivation, tu as l'aptitude créative. Mhm, Donc mhm. il y a plein d'outils pour être créatif et tu peux les apprendre, tu peux faire des formations, etc. Mais sans aller jusque dans la formation, je pense qu'il y a plein de choses qui font que tu peux être plus ou moins créatif. Et là, ça va renvoyer ben, justement à ta confiance en toi, le fait d'oser, parce que la confiance en soi, Oui. c'est lié à oser, Mhm. comprendre que l'échec, c'est pas grave. Mais peut-être que à la racine de tout ça, il y a un mot que j'ai envie qui est extrêmement important pour moi, c'est le respect de soi. Je reviens pas là-dessus, on en a déjà parlé. Le respect des autres, et parce qu'avec le respect des autres, tu vas avoir l'écoute des autres. Et en écoutant les Mhm. autres, tu vas trouver des opportunités de choses à faire. Parce qu'ils vont te dire des trucs, tu vas faire, ah, mais c'est génial, en fait, ça m'intéresse. Et si t'as pas pris le temps de les écouter, tu vas pas pouvoir trouver ces opportunités-là. Donc, je crois que le respect des autres va amener beaucoup d'écoute. Euh, et voilà, je crois que bon, on parle beaucoup d'échecs, c'est très à la mode pour le moment. Je crois qu'il faut pas non plus négliger qu'un échec, ça fait toujours mal, même si Mhm. non, et on le traîne quand même. Donc, il faut arrêter de dire que l'échec, c'est pas grave. Mais voilà, on peut apprendre de l'échec, on peut rebondir et apprendre à rebondir. Et finalement, un échec, c'est jamais qu'un caillou. Hein. Tu aimes bien les bateaux, donc je vais te mettre une image de rivière, mais c'est jamais qu'un caillou dans ta rivière, puis l'eau par ailleurs, du coup. Enfin, tu vois, Oui. c'est un échec. Donc, ça permet aussi de se trouver un peu et de savoir vers où tu veux aller. Euh, voilà. Moi, j'ai... Et puis, c'est oser suivre ses rêves, quoi. Enfin, je sais pas, moi, j'ai toujours voulu être ninja. Mhm, mhm. Ça paraît con, mais j'ai fait plein d'arts martiaux quand j'étais gamin parce que c'est un truc qui me parlait gamin. Euh, et je me suis dit, bah, aujourd'hui, qu'est-ce que ça pourrait être ninja pour moi? Euh, et j'ai essayé de faire du parcours, là, tu vois, où tu grimpes sur des trucs, où tu sautes. Ouais, ouais. Bah, gros échec, j'ai clairement pas fait ça. Mais c'est pas grave, tu vois. Soit je me dis, bah, si, c'est vraiment ça, c'est vraiment ma vision, je sais que c'est là, que je veux aller là en Christophe Colomb, et donc je vais mettre tout en œuvre pour faire ça et je vais perdre du poids, je vais faire du sport et je vais finir par y arriver, soit tu dis, ben, c'est pas grave, en fait, je vais réorienter vers d'autres passions, vers d'autres envies. Et qui a jamais voulu être enquêteur? Enfin, tu vois, quand Mhm, mhm. je me dis, bah, c'est génial, c'est un autre rêve de môme que je peux explorer. Alors, bien sûr, tu déchantes sur toute une série d'aspects, parce que c'est pas aussi glamour que l'image qu'on peut en avoir au départ, d'être détective. Il y a plein de trucs qui sont faits de la paperasse, d'ordinateur, des clients que tu n'as peut-être pas envie de servir, parce que en fait, c'est peut-être moche. Mhm. Mais voilà, il y a moyen d'aller creuser des trucs là-dedans. Donc, ouais, deuxième pilier, toute une série de critères créatifs et techniques créatives. Et là-dessus, pour faire le lien avec ma passion de l'improvisation, bah, c'est c'est à fond ça. Mhm, C'est à fond mhm. l'écoute. L'improvisation, c'est dire oui. L'improvisation, c'est écouter activement l'autre. L'improvisation, c'est oser. C'est de dire il n'y a pas de mauvaise idée. C'est d'essayer tout jusqu'au bout. C'est c'est de se mettre des embûches soi-même avec des exercices pour être créatif par rapport à des trucs. Hein. Tu as des infos que tu dois faire où chaque réplique doit prendre une nouvelle lettre de l'alphabet. Ça fait une Ouais. putain d'embûche et tu sors des trucs géniaux. Des infos où tu peux pas parler. Tu es obligé de communiquer autrement. Mhm, Et mhm. la contrainte, c'est magnifique, quoi. Oui, Et c'est dans la ça. C'est ce que j'entendais vachement dans ce que tu étais en train de dire, se mettre un peu en danger et sortir de sa zone de confort, c'est ton truc. ouais, bah en tout cas, explorer, quoi. Ouais, dans le contexte de l'explorateur encore, ouais. En fait, quand tu sors de ta zone de confort, t'explores par définition, puisque tu sors d'une zone que tu connais. Donc, Et qu'est-ce qu'on peut faire là, si tu devais donner une petite astuce pour les personnes qui nous regardent, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de sa zone de confort dans la vie de tous les jours, par exemple? par rapport aux professionnels, je vais essayer de te répondre par rapport aux professionnels. Ouais. Euh, je crois il faut mesurer le risque. C'est pas grave de prendre des risques s'il est mesuré. Donc, je crois qu'il faut se mettre un socle sur lequel on est à l'aise et on peut sortir de sa zone de confort là où on prend pas de risque. Quand tu montes Voilà. sur une scène et que tu fais du théâtre, le plus gros risque que tu as,
c'est d'avoir l'air con. Ouais. C'est violent aujourd'hui à l'époque d'Instagram, hein, d'avoir l'air con. C'est un risque qui prend de plus en plus d'ampleur, mais vraiment, c'est ça le risque que tu vis. C'est juste, Mhm. à un moment donné, devant un public, avoir l'air con. C'est mesuré. Demain, je mange, je rentre chez moi, je sortirai toujours en rue si j'ai raté une impro. Pourquoi? C'est peut-être le deuxième conseil. Ouais. C'est de s'entourer de gens de confiance. Mhm. Parce qu'en impro, on se fait confiance. On est obligé de se faire confiance et on a tous raté des impros. Et en fait, tu fais confiance aux autres pour relever l'impro. Et finalement, c'est ça, c'est s'entourer de gens de confiance. Et le public qui vient voir de l'impro, il sait qu'il vient voir de l'impro. En fait, tu peux avoir confiance au public parce qu'il sait qu'il vient voir un truc où tu risques de te planter. Et en fait, il va vachement t'applaudir sur des trucs où Mhm. t'as Mhm. ton truc. Il va dire, ouah, celle-là, c'était une mauvaise, c'est pas grave. Et tu vois, et c'est arrivé à trouver des dynamiques avec des gens qui t'accompagnent. Oui. Et ça va vraiment te porter, je crois. Mais c'est super que tu parles de ça parce que c'est quelque chose que j'ai réalisé aussi récemment en fait que à chaque fois que je voulais sortir de ma zone de confort, surtout au niveau professionnel parce que bah, personnellement c'est là où j'ai le plus peur d'avoir l'air ridicule quoi, mais c'est de tester une première fois dans un environnement bienveillant, que ce soit avec des personnes que tu connais ou en qui tu as confiance et tu te dis finalement bah si déjà il y a beaucoup moins de pression. Et puis si tu te plantes, c'est pas grave, les personnes sont là pour te soutenir. C'est peut-être le truc cool de l'entrepreneuriat, c'est que tous les entrepreneurs sont passés par là, Ouais. tous les entrepreneurs ont eu besoin d'aide. Donc, les entrepreneurs, enfin ceux que je connais, sont plutôt chauds pour partager, pour s'exprimer, pour aider, voilà. Que en entreprise, dans les grosses boîtes, où t'as vraiment dans les grosses organisations qui sont vraiment nivelées, hiérarchisées, etc. Les gens vont beaucoup plus essayer de garder leur place. Et pour Ouais. garder leur place, il y a un enjeu de pouvoir. Quand tu es entrepreneur, je te parle à toi, tu fais des vidéos, tu vas accompagner des gens, etc. Tu me fais pas peur, au Mhm, contraire, mhm. des choses à faire ensemble, que des choses à faire l'un contre l'autre. C'est ça. Et c'est ça qui est super, quoi, parce que on va rencontrer des problématiques semblables, on va rencontrer des embûches semblables, on va peut-être pas y répondre de la même façon parce qu'on n'a pas le même contexte, mais en discuter, c'est génial. Ah ouais, mais toi, t'as fait comme ça, etc. Et s'entourer de gens de confiance et de gens avec qui on peut discuter et de qui on peut apprendre. Et moi, c'est un motto dans ma vie, c'est vraiment apprendre, apprendre, apprendre tout le temps. Mhm. Ouais, on a vu dans cette vidéo, on a exploré un peu ça. Donc voilà, moi je crois que comment sortir de sa zone de confort, c'est prenez pas des risques inconsidérés, Mhm. gardez-vous une zone de confort. Il faut pas parce qu'on sort de sa zone de confort qu'on l'abandonne. C'est ça le message, c'est de dire on sort de sa zone de confort, mais en fait, elle est toujours là, elle est quelque part, mais on peut aller chercher autre chose. Voilà. Et une expédition, ça se fait rarement toute seule. Mhm. Il faut s'entourer de gens en qui on a confiance. Qui restent, ces gens peuvent rester dans la zone de confort. Hein. C'est juste, ah bah si je me suis blessé, je peux revenir dans ma zone de confort et t'es là et tu peux me réaccueillir. Soit c'est des gens qui sont prêts à mettre le couteau entre les dents, le sac à dos et partir aussi en exploration. Quoi. Enfin, c'est deux types de profils avec lesquels on va pouvoir se faire accompagner. Super. Et donc, par rapport à tous les trois piliers donc de la créativité que tu voulais aborder, est-ce qu'on peut les résumer? Est-ce qu'on les a abordés tous les trois déjà? On les a abordés tous les trois. Ah, Tous les trois. Le premier, c'est la motivation. Le deuxième, c'est la connaissance de techniques créatives et arriver à se les approprier, des outils créatifs pour pouvoir explorer de manière adaptée la créativité. Et le troisième, c'est l'expertise. Et quand mhm. je parle de long life learning, quand je parle d'apprendre toujours des choses, quand je parle de me former, c'est exactement ça. Moi, je passe mon temps à apprendre des choses. Oui, parce que pour moi aussi, la créativité, c'est aussi la capacité de potentiellement pouvoir faire des liens entre des choses qui n'ont a priori rien à voir les unes avec les autres. Mais du coup, pour le faire, il faut avoir cette connaissance de Aujourd'hui, ces différents éléments, en fait. aujourd'hui, si tu prends, on parle toujours de corde à un arc. Mhm. On ne parlait pas d'arc et qu'on parlait de métier à tisser. Ouais, C'est plutôt ça qui est chouette. De dire, bah, tu développes plein de cordes et avec ça, tu peux tisser des trucs différents. Tu as des couleurs, tu peux tisser, tu peux tricoter, peu importe. Et c'est ça que je vois. Tu vois, aujourd'hui, bah, j'ai une corde comédien, j'ai une corde légale pour les agents de gardiennage. Ben, je pourrais aller faire le client mystère et évaluer un agent de gardien. J'ai une corde d'évaluation.
Voilà un beau package pour dire demain, je peux aller évaluer un agent de gardiennage. J'ai même l'accord détective privé qui m'autorise à aller faire une enquête sur un agent. Mais je pourrais faire du recrutement d'agents de gardiennage ou du recrutement de profils à haut risque, puisque j'ai l'enquête détective, puisque j'ai la carte recrutement et puisque je connais le secteur de la sécurité. J'ai fait une formation en immobilier. Je suis pas du tout passionné d'immobilier, c'est juste une opportunité professionnelle de gérer un bâtiment. L'immobilier, c'est pas un truc qui me parle, franchement. Mais aujourd'hui, j'ai l'immobilier, j'ai conception de système d'alarme dans le monde de la sécurité. Je peux commencer à aller donner du conseil sur, ouais, mais attention parce que ceci, cela, là, on pourrait casser dedans, là. Et des trucs qui, en fait, faisaient même pas sens par rapport à mes valeurs et à mes envies au départ, comme l'immobilier. Aujourd'hui, devient un fil que je peux tisser avec les autres pour créer un truc créatif, tu vois. Oui. Aujourd'hui, je vais utiliser l'improvisation en formation dans le secteur RH. Donc, je prends ma casquette formateur, je prends ma casquette RH et je prends ma casquette impro et je suis comédien dans la formation pour mettre des gens en situation de jeu de rôle par rapport à des thématiques RH. Et donc, je suis pas le formateur, mais je connais le formateur. Enfin, je sais comment le formateur fonctionne. Et par exemple, là, le formateur, à un moment, je vois un truc qui se passe, donc je lui dis à la pause, à mon avis, après la pause, on devrait recommencer plutôt avec une impro sur cette thématique-là, parce que avec ma casquette formateur, je peux te dire que le public, je suis en train de le perdre, machin, sur le truc, tu vois. Et c'est mélanger toutes ces casquettes qui vont faire que tu vas arriver à faire des jobs tout à fait inattendus. Voilà, c'est ça, à créer des activités sur mesure. Et en fait, donc, puisque aussi, moi, je m'adresse aux personnes qui potentiellement savent faire tellement de choses qu'elles ne savent plus quoi faire, ben ça, ce serait un super bon conseil de les inviter à imaginer leur corde à leur arc, mais plus comme un arc, comme un métier à tisser. Alors, allez voir, ben, vous avez quoi comme fil dans votre métier à tisser et qu'est-ce que ça fait comme nœud. L'exercice très difficile à faire pour les gens qui se cherchent et qui ne se trouvent pas, ils n'arrivent pas à trouver des pistes créatives, Oui. ils ne sont pas encore arrivés à se détricoter. Vous voyez comme un pull, pensez, essayez de vous détricoter parce que vous êtes jamais qu'un ensemble de compétences et ces compétences, elles peuvent servir à d'autres endroits, dans d'autres métiers ou bien parce que vous regardez des métiers que vous avez fait et ce métier peut peut-être être transposé dans d'autres entreprises ou dans d'autres Mhm. secteurs. Ça, c'est une première manière d'être créatif, c'est de dire, bah, qu'est-ce que je fais, mais je le fais ailleurs. J'avais un prof de saxophone qui me disait, bah, le début de l'improvisation au saxophone, c'est de prendre la, le thème, la chanson, et juste d'aller faire, plutôt que de faire cette chanson-là, à ce moment-là, j'essaie une autre note. À ce moment-là, j'essaie une autre note. À ce moment-là, j'essaie une autre note. Et je vois ce que c'est. Et c'est ça le début de l'improvisation. Oui. Je sors pas trop de ma zone de confort, tu vois, les biens. Je sors pas trop de ma zone de confort, juste, ah ouais, là, plutôt que de faire un là, je vais essayer de faire un do, ou là, je vais essayer de faire un fa. Et c'est ça au début, hein, l'improvisation, des schémas avec des accords, et là, tu vas pouvoir commencer à. Et en musique, hein, bah, tu as besoin de gens bienveillants pour faire les accords, Mhm. faire Et pour t'accompagner aussi. mais pour t'accompagner. C'est vraiment, je pense, c'est vraiment le message, garder une zone de confort et garder des gens bienveillants. Et donc, détricotez-vous, essayez de voir ce que vous faites. Ben, si vous le faites dans un autre secteur, dans une autre entreprise, ou dans, est-ce que ça match? Comment vous devriez l'adapter? Ou bien détricotez-vous complètement et essayez de vous dire, ben, mon job aujourd'hui, c'est telle compétence ou telle Voilà. activité, telle compétence, telle activité. Et ça, si je les remets ensemble ou si je les remets ailleurs, ça pourrait prendre quelle autre forme? C'est jamais que des briques de Lego. Avec les mêmes briques de Lego, vous faites plusieurs montages différents. Il n'y a pas de raison que ce soit pas la même chose dans votre vie, hein. Vous démontez le montage Lego, vous montez un autre montage Lego. Super, ben, je pense que ça va éclairer plein de personnes et ça me fait rire parce que j'ai donc une de mes clientes là dans le contexte de mes activités de coaching qui est venue me voir la première fois qui m'a dit dans ma tête c'est plein de fils et c'est tout emmêlé. Et donc on a tout déemmêlé et on a créé un nouveau pull sur mesure, etc. Et du coup bah ça clôture parfaitement là cette discussion. Super. Comme quoi, bah, on a parlé de bateau, on a parlé de théâtre, tout ça pour illustrer les activités, les enjeux aussi auxquels on est confronté, bah, quand on est entrepreneur ou pas finalement. Hein. Parce que quand on construit son projet pro, tout le monde est un peu auto-entrepreneur de son propre parcours. On a tous les mêmes problèmes, on a tous un problème d'argent, on a tous un problème de temps, on a tous un problème de choses qu'on a envie de faire et de choses qui nous font chier. On a tous des problèmes personnels de responsabilité vis-à-vis de notre famille.
parce que il y en a qui quittent pas leur job où ils s'emmerdent juste parce qu'ils n'ont pas envie de faire du mal à leur famille. Et finalement, je disais à mon épouse hier ou avant-hier, parfois quand tu es en auto-entrepreneur, parce qu'on dit souvent ouais les patrons c'est des bourreaux machin et tout. Parfois tu deviens ton propre bourreau quoi. Oui, Tu t'obliges à faire des choses parce que tu as des responsabilités, tu as des choses etc. Donc c'est pour ça que je pense vraiment que l'assise sécurité elle est importante. Et puis alors on peut aller se faire plaisir. Mais il y a d'abord une réflexion sur soi-même pour se détricoter à la fois en termes de compétences, mais aussi en termes d'enjeux et de contraintes. Et une fois qu'on a mis tout ça sur le tapis et qu'on peut mesurer jusqu'où on va pour les risques, là on peut commencer à se faire plaisir. super. Et ben, par rapport à ça, au plaisir, alors Sylvain, là, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans la suite de tes projets? Alors dans la suite de mes projets, puisque j'ai décidé de d'élaguer fortement toute une série de choses qui étaient chronophages et dont j'avais fait le tour. Donc, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de trouver les bonnes personnes de confiance qui vont pouvoir m'apporter les, les bonnes compétences pour m'épanouir dans un nouveau secteur qui est celui de la sécurité et de l'enquête. Super. Bah écoute, encore un grand merci pour tout ce partage-là que tu as fait sur la chaîne YouTube. Franchement, on a partagé tellement d'outils. Je mettrai le résumé un peu de tout ça dans la description de la vidéo. Donc, Comme ça, les personnes sauront, si elles veulent regarder la vidéo en replay, bah, tout ce qu'on a abordé et surtout tous les outils concrets qu'on a partagés pour arriver à trouver un sens à tout ça quand on a beaucoup de fils dans notre métier à tisser, beaucoup de compétences, beaucoup d'envie, beaucoup de centres d'intérêt. Comment trouver le fil rouge et s'adapter en permanence, hein, puisque ça évolue tout le temps. Donc, rester dans le bateau dont on a parlé aussi. Et, ouais, et voilà, surfer sur les vagues. à fond. Mais ouais, c'est ça, parce que c'est ça aussi d'être entrepreneur, hein, c'est qu'il y a des vagues et il faut avoir un bateau solide pour tenir. Donc, parce que tu parlais au début de est-ce que tout le monde est prêt pour entrepreneur? J'en sais rien. Je suis pas convaincu, mais donc, en tout cas, il faut un certain mindset et je vous souhaite de trouver le vôtre et d'être en accord avec lui. C'est ce qui est vraiment important, je pense. Ben, merci beaucoup Sylvain. Merci à toutes les personnes qui ont suivi en direct cette interview. Elle sera disponible en replay sur la chaîne YouTube. On vous retrouve bientôt pour d'autres interviews de profils aspirants, de parcours aspirants, créatifs et atypiques.